Le 15 minutes, une émission présentée par Cyrielle Polo. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir son Altesse Royale Prince Teso Sisovat, membre de la famille de la princesse Norodom Bopadevi. Dans cet épisode, nous allons aborder un savoir-faire remarquable inscrit au patrimoine culturel immatériel, le ballet royal du Cambodge. Nous avons la chance d'accueillir régulièrement les danseuses de l'école de la princesse Bopadevi sur la scène de l'Institut français du Cambodge. Bonjour Votre Altesse Royale. Bonjour. Né il y a plus de 800 ans, le ballet royal du Cambodge, également appelé danse classique khmer, est un vrai symbole de la civilisation, de la culture et de l'identité khmer. La princesse Norodom Bopadevi, fille aînée du roi Sihanouk, fut la danseuse étoile du ballet royal à partir des années 60. Vous avez passé plus de 10 ans à ses côtés pour l'aider à organiser, créer et promouvoir le ballet royal. Aujourd'hui, vous avez repris son héritage artistique et vous êtes directeur de l'école de danse de la princesse Bopadevi. Vous avez également été à l'origine du film La beauté du geste, film documentaire de Xavier de Lausanne. Alors, pouvez-vous nous raconter l'histoire et l'origine du ballet royal du Cambodge, s'il vous plaît ? Il est difficile de donner une date exacte sur l'origine du ballet royal, mais je dirais que dès lors que les Khmers ont commencé à construire des temples, il devait y avoir forcément des danses et des cérémonies offertes aux divinités des temples et des dieux. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut remonter ces danses antérieures même à l'époque du temple d'Angkor Wat. Donc ça remonte à très loin. Et j'insiste sur le fait que c'est à l'origine une danse sacrée. Elle est offerte à des dieux. À l'époque, nous étions un pays de croyances hindouistes. Donc les dieux pour lesquels on créait les temples, c'était Vishnu. Et donc du panthéon hindou, c'était vraiment une offrande des danses offertes à des dieux. Très bien, justement, en parlant de cette période angkorienne, on voit régulièrement des scènes de danse sculptées à l'intérieur des temples. Comment ce savoir-faire a-t-il continué à perdurer malgré la période des Khmers rouges ? Alors, j'aimerais d'abord, avant d'aborder le thème, la période des Khmers rouges, revenir peut-être un peu sur le passé de l'histoire du Cambodge. Alors, il faut dire que le ballet royal, comme on l'appelle maintenant, a failli disparaître de nombreuses fois. On peut dire que déjà à l'époque angkorienne, lors de l'affaiblissement de l'Empire, le déclin de l'Empire angkorien, nous étions constamment en guerre avec nos voisins, ce qui fait que lorsque le Cambodge perdait ses guerres et que les voisins étaient victorieux, ils amenaient régulièrement les érudits khmers, ceux qui avaient la connaissance, le savoir, et également les danseuses, les musiciens, les artistes dans leur pays d'origine. Donc ces gens-là étaient devenus otages et quittaient le Cambodge et allaient à l'étranger. Donc voilà, c'était quand même une période difficile. Bien sûr, c'est le déclin de l'Empire. Et il faut dire aussi que par la suite, le Cambodge a progressivement abandonné la religion hindouiste. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on dansait pour les dieux à l'avant. Donc, quand le Cambodge est devenu pratiquement un pays bouddhiste et non plus hindouiste, on ne danse pas pour Bouddha. Ce n'est pas une tradition. Dans la tradition bouddhiste, on ne fait que réciter les prières, chanter les psaumes et les versets de l'enseignement du Bouddha, mais on ne danse pas devant la statue du Bouddha. Donc déjà, il y a eu ce déclin de la danse classique ou royale. Mais pour vous répondre à votre question, cet art a été maintenu et sauvegardé grâce au fait que les rois cambodgiens qui ont régné après les rois d'Angkor ont gardé cette tradition au sein du palais royal, parce que, bien sûr, ils savaient qu'ils étaient descendants de ces grands empereurs de l'époque angkorienne, et donc ils ont maintenu ces traditions tout simplement par le fait qu'on devait toujours danser pour, par exemple, pour demander la pluie. Quand il y avait des sécheresses, on devait danser pour appeler la bénédiction des dieux quand il y avait des épidémies, des famines ou des guerres.
Et voilà, donc cette tradition ne s'est pas perdue, mais elle était vraiment restreinte au niveau du Palais Royal. Et voilà, donc pour répondre à votre question, c'est dans ce contexte que le Ballet Royal a pu survivre. Très bien, merci. Et l'école de danse donc, que vous avez créée de Princesse Bhupa Devi existe depuis 2020. Ressentez-vous un attrait particulier pour la danse traditionnelle de la part de la jeunesse cambodgienne ? Ah oui, tout à fait. Je pense que les jeunes sont très intéressés à redécouvrir leur art. C'est une génération qui est née à une époque où je pense qu'ils avaient besoin de renouer avec leur culture. Quand j'étais arrivée au Cambodge, j'avais remarqué que la plupart des Cambodgiens s'accrochaient à retrouver une identité. Et c'est quelque chose d'étrange. À cette époque, le pays était en reconstruction, donc c'était un peu difficile. Mais j'ai vu que les Cambodgiens reprenaient par exemple des manières, des critères qui étaient ceux plutôt de nos voisins, je dirais, qui n'étaient pas forcément dans l'identité khmer. Et là, je pense que maintenant, ils ont pris conscience parce qu'ils ont plus accès à la culture cambodgienne. Et là, ils comprennent qu'ils ont leur propre culture. Donc, je pense que les jeunes ont besoin de se réapproprier leur propre identité. Et je le vois spécialement par le fait que, par exemple, sur la page Facebook de mon école, de l'école Princesse Bhupa Devi, il y a beaucoup de jeunes qui suivent nos activités. Et je remarque aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui postent des choses, des recherches, des vidéos sur la culture cambodgienne. Pas que sur le ballet classique, hein, mais en général sur la musique, sur l'habillement, etc. Et ce sont des jeunes qui sont étudiants, qui s'intéressent, qui aiment et qui postent eux-mêmes leurs recherches et qui sont très bien documentés. Chose que je voulais peut-être soulever, c'est qu'il n'y a encore pas longtemps, c'était que des spécialistes qui pouvaient faire ce genre de recherche ou d'explication. Et ils ont beaucoup de followers qui les suivent. Donc c'est intéressant que ça vienne de la jeunesse elle-même. Et pensez-vous justement que cette jeunesse, on lui a transmis de génération en génération ce savoir-faire, à travers notamment le contexte familial ? Oui, bien sûr. Dans nos traditions, dans une famille, souvent quand le père est musicien ou la mère est danseuse ou le père ou la mère est professeur, ils le transmettent au moins à un des enfants. Il y a au moins un des enfants qui perpétue la tradition familiale. Ça a toujours été comme ça. Mais j'ai remarqué également que maintenant, ce n'est pas systématique. Il y a des familles qui ne sont pas du tout artistiques, mais l'enfant veut lui-même apprendre cet art. Par exemple, je dirais que la plupart de mes élèves à l'école Princesse Bhupa Devi, ce sont des gens qui ont leur métier. Ils travaillent dans des entreprises dans la journée, mais le week-end, ils viennent et ils apprennent à danser pour leur plaisir, pour passer un bon moment entre amis, entre Cambodgiens, dans une atmosphère typiquement traditionnelle, et qui peuvent venir étudier le samedi et le dimanche à l'école, où on donne des cours à la Canadian International School de Kopek. D'accord. Et il y a aussi également des jeunes Cambodgiens curieux d'apprendre ces gestes qui viennent vous voir ? Tout à fait. Là, j'ai dernièrement une personne qui m'a contactée. Il m'a dit j'aimerais juste venir, passer un bon moment sans pour autant vouloir monter sur scène, etc. Mais bon, après, je remarque ceux qui sont quand même doués. Et là, bien sûr, quand on fait des spectacles, on leur propose de monter sur scène, par exemple, comme ici à l'Institut français où on a déjà donné des danses. Donc voilà, on leur donne l'occasion de venir monter sur scène, de vivre pleinement leur passion. C'est un moyen d'entretenir cette passion aussi. Génial. Et justement, qui dit transmission, dit aussi réappropriation. Est-ce que la danse traditionnelle a évolué au fil du temps ? Oui, elle a beaucoup évolué. C'est pas un art figé du tout. Comme je vous l'ai dit au tout début de l'interview, c'était une danse sacrée. Donc la fonction d'être sacré, c'est qu'on danse pour une divinité. Donc beaucoup de respect, pas de superflu, etc. Donc ça, c'était vraiment la première mission de la danse classique. Ensuite, elle a évolué parce que, comme je vous l'ai dit, elle est devenue une danse royale, donc au sein du palais.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle ballet royal, parce que les Français, quand ils sont arrivés au Cambodge, n'ont vu cet art que danser au palais. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça ballet royal, parce que c'était sous la direction des souverains khmers. Et donc, à cette époque, on dansait, par exemple, dans le film justement de Xavier de Lausanne, la princesse Bopavidi a voulu remonter dans le temps et remonter ces danses où les danseuses étaient fardées de blanc. Vous voyez, elles avaient un visage avec des poudres sur le visage et elles ne devaient pas sourire. Il fallait juste danser comme une offrande. Et ça c'est, on ne le fait plus, puisque maintenant, quand vous voyez les danseuses Apsara, elles sont maquillées, elles ont des fonds de teint, elles ont des faux cils, elles ont des rouges à lèvres, etc. Donc, il y a plus une adaptation. Donc, on voit l'évolution. On a enlevé le masque blanc et on a fait un maquillage européen. Et ce qu'a introduit la princesse Bopavidi dans le ballet royal, c'est la grâce. Elle danse très bien, mais si vous remarquez bien, quand vous regardez la danse, la princesse Bopavidi, elle joue beaucoup dans la séduction, dans le sourire, dans le regard, chose qu'à l'époque ancienne, on ne pouvait pas se permettre parce que ça ne se faisait pas. Mais maintenant, on trouve ça normal. Donc, encore un point sur l'évolution de la danse. On peut être danseuse dans un cadre un peu séducteur, vous voyez, comme la princesse Bopavidi a dansé Apsara. Elle était magnifique dans ce geste. Et puis maintenant, la danse Apsara, vous la voyez dans les hôtels, vous la voyez dans des spectacles, vous la voyez à la télévision, dans des événements de divertissement. Donc voilà, l'évolution. Avec la modernité, on voit les danseuses danser dans des cérémonies privées pour des touristes. Et voilà, donc c'est encore une évolution du ballet, de la danse classique. Et justement, vous parliez du film La beauté du geste. Ce film documentaire, il est né de votre volonté de garder une trace de l'héritage de la princesse. Comment a-t-elle réagi quand vous lui avez soumis votre idée de projet ? Alors, vous savez, la princesse est une personne très discrète. Elle n'aime pas beaucoup parler d'elle. Et jamais il n'y a eu de film ou de document réalisé sur son travail. Elle en parlait, mais jamais on l'a filmé dans son intimité. Et donc, quand je lui ai proposé cette idée, elle m'a dit, bon, avec qui tu veux faire ce projet ? Donc, j'ai dit, écoutez, il y a M. Xavier de Lausanne qui a déjà fait Les Pépites, qui est connu ici au Cambodge, qui vit au Cambodge. Et pour ce faire, on a dû organiser une rencontre avec la princesse et Xavier et Pierre Kogan. Et voilà, le contact s'est très bien passé. De ce fait, la princesse leur a expliqué comment elle travaillait. Et pendant un an et demi, ils ont suivi le travail de la princesse dans son domicile. Voilà. C'est comme ça que ce film a pu être réalisé. Et une fois que ce film a vu le jour et a été diffusé, comment il a été accueilli par la population cambodgienne ? Alors, je dois... Des retours ? Oui, très, très de beaux. Nous avons eu de très, très bons retours. Dans l'ensemble, le film a été présenté pour la première fois au Cambodge au mois de mai, à Tchadoumouc, en présence de Sa Majesté le Roi Norodom Sihamoni, lors du Festival international du film de Phnom Penh. Donc, on a fait cette inauguration en présence des officiels. Et par la suite, le film a été diffusé pendant un mois dans toutes les salles du cinéma du Cambodge, à Phnom Penh, également à Siem Reap. Et on a enregistré plus de 12 000 entrées, ce qui fait, pour qu'un documentaire au Cambodge enregistre ce nombre d'entrées, c'est quand même un bon résultat. Et j'ai eu beaucoup de retours, comme quoi les gens ont beaucoup apprécié ce film, parce que le regard qu'a porté Xavier et Pierre sur le ballet royal ont posé les bonnes questions. Et voilà, ça a été un très grand succès. Et je suis heureux de prendre cette occasion pour vous dire qu'on va présenter ce film. Je pars le 2 août en Malaisie, à Kuching, où on va participer au festival des films asiatiques de l'ASEAN. Et La beauté du geste, Tebata, va représenter le Cambodge. Et au mois d'octobre, le film sera présenté à Singapour, au festival culturel Europe-Asie. Voilà,
Donc voilà, et Xavier et Pierre travaillent ardemment pour que ce film puisse être promu à l'étranger, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même un art qui n'appartient pas seulement aux Cambodgiens, c'est un art qui appartient à la communauté internationale, puisqu'il est inscrit, vous l'avez rappelé, au patrimoine oral et intangible de l'UNESCO. On espère de tout cœur que le film gagnera quelques prix. Merci. Quels sont vos projets futurs pour l'école de danse Princesse Bopa Devi, et particulièrement dans le cadre de la conservation du patrimoine? Alors, vous savez, notre école, je reste dans un cas très modeste, hein. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais néanmoins, la première chose sur laquelle on porte toute notre attention, c'est de maintenir l'activité des cours le samedi et le dimanche. Les professeurs viennent de façon bénévole pour donner des cours. Et ce qui est important, c'est, comme vous dites, comment on peut réfléchir pour transmettre. Pour nous, notre mission à l'école Bopa Devi, c'est de donner l'accès à cet art au plus large public. Voilà. Et c'est un moyen de sensibiliser tout le monde. Et c'était aussi le vœu de la princesse. Avant qu'elle nous quitte, elle l'avait dit, elle aimerait que cet art puisse être accessible au plus large public. Après, dans un second temps, mon travail, c'est de pouvoir monter un spectacle régulier. C'est pour ça qu'avec le directeur de l'Institut français, ici, M. Valentin Rodriguez, nous avons signé il n'y a pas longtemps un accord, une convention pour construire un théâtre à la place de votre parking. Et donc l'école a participé modestement financièrement. Mais voilà, l'idée, c'est que si l'école peut dégager des bénéfices, on voudrait participer à la construction de ce théâtre ici pour pouvoir rendre des soirées culturelles plus nombreuses à Phnom Penh, parce que ça manque réellement. Et enfin, mon objectif, ça serait de pouvoir aussi faire connaître l'école à l'international pour qu'on puisse donner des spectacles à l'étranger lors des festivals ou n'importe quelle manifestation en dehors du Cambodge. Super, donc de beaux projets devant vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Son Altesse Royale Prince Teso Sisovat d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Amélie Gauche et Anna Godiche pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.